Bonsoir à tous et bienvenue. 10 ans après la guerre qui les a opposés et qui a mis la Côte d'Ivoire à genoux, les deux anciens adversaires politiques, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, se sont retrouvés ce mardi 27 juillet. Les deux hommes ont affiché une entente cordiale sous les yeux du monde entier. Cette rencontre au sommet, très attendue par une grande partie de la population, en a surpris plus d'un. En effet, pour certains, c'est une page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui se ferme à jamais, tandis que d'autres s'interrogent sur l'issue de cet événement. La date du 27 juillet 2021 est-elle une date historique? C'est le sujet de ce numéro spécial de Ça fait l'actualité. Je vous propose d'écouter les réactions des populations au micro d'Ahmed Traoré. C'est une très belle rencontre, une belle opportunité pour permettre aux Ivoiriens d'être réconciliés véritablement. C'est un très bon signe. Je pense que tout le monde gagnerait à suivre désormais les pas des grands, de ces deux grands. Ils ont démontré au monde entier que la réconciliation, ce n'est pas une chose qui se fait de façon démesurée, mais il faut poser des actes pour que les gens sachent que véritablement, vous deux, anciennement peut-être ennemis, mais aujourd'hui, vous avez prouvé au monde entier que vous êtes frères, vous demeurez toujours frères. C'est très bon pour la suite des événements en Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, cette rencontre, elle est bienvenue. Pour que la paix règne au pays, il faut qu'il y ait souvent ces gens qui rencontrent. Pour que nous, les jeunes, on soit plus à l'aise pour la sécurité du pays. Mon souhait, c'est que la paix revienne définitivement en Côte d'Ivoire, pour que nos enfants puissent grandir dans la paix. Je pense que c'est une bonne chose et que si cela pourrait amener la paix en Côte d'Ivoire, ce serait une bonne chose parce que c'est ce que nous attendons tous. Le pays a besoin d'avancer et le pays ne peut qu'avancer que dans la paix. Et le développement que nous souhaitons pour ce pays-là ne peut se faire que dans la paix. Pour moi, personnellement, c'est une belle rencontre. J'espère que, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, ils se sont parlé franchement. J'espère que pour moi, ça va envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais encore que les deux se recroisent encore pour bien parler de la paix. Pour deux personnes, on va dire pour lesquelles les Ivoiriens se sont battus, il y a eu des discours et autres. Et aujourd'hui, on voit des images de corps à corps, on se tient la main. Je trouve qu'à la base, c'est quelque chose qui est déjà bon pour le peuple ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier au palais présidentiel l'ancien président Laurent Gbagbo, un entretien très attendu par une grande partie des populations. La dernière fois que les deux hommes se sont rencontrés, c'était le 25 novembre 2010 à l'occasion d'un débat télévisé sans concession avant le second tour de la présidentielle, ici même dans les locaux de la RTI. Ces deux grandes figures de la vie politique ivoirienne depuis des décennies ont tour à tour présidé au destin de la Côte d'Ivoire. Toutefois, leur nom reste associé à la terrible crise post-électorale qui a causé plus de 3000 morts. Comment cette rencontre a été orchestrée? Pourquoi les deux hommes ont-ils consenti à se pardonner? Cette rencontre est-elle le début d'une véritable réconciliation dans notre pays? Et quelles seront les conséquences pour la Côte d'Ivoire? Pour en parler, je suis accompagnée du journaliste Félix Boni. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Du journaliste Assalé Tiemoko, DG de l'Éléphant déchaîné. Bonjour et merci d'être présent. Merci, bonjour Fatim. De Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNJCI. Bonsoir et merci d'être là. Bonjour Fatim, merci. Et de Sylvain Guessant, directeur de l'Institut stratégique d'Abidjan. Bonjour et bienvenue. Merci Fatim. Alors messieurs, j'aimerais faire dès à présent un tour de table et vous demander chacun quelle a été votre réaction ou votre sentiment hier en découvrant ces images en tant que citoyen ivoirien. Jean-Claude Koulibaly. Je pense que c'est à la fois des sentiments, je dirais, de fierté et d'apaisement. Parce que voir ces deux grands hommes d'État, en tout cas se donner l'accolade, se parler et plaisanter et rire aux éclats, c'est cette Côte d'Ivoire dont nous rêvons tous. Une Côte d'Ivoire où les filles et les fils se parlent, se fréquentent, passent de bons moments ensemble de convivialité et essayent ensemble autour vraiment d'une table d'essayer de trouver des pistes de solutions pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Sylvain Guessant.
Personnellement, j'ai été soulagé de savoir que le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo pouvaient se retrouver en Corée, qu'ils avaient la capacité de se surpasser pour penser à l'intérêt supérieur de la nation, qu'ils étaient tous deux déterminés à oublier ce passé douloureux, tout en tirant des leçons pour jeter les bases d'une Côte d'Ivoire nouvelle. En tout cas, je me mets à rêver. Je pense que chacun de nous devrait donner une chance à cette rencontre pour qu'elle soit traduite de manière opérationnelle. Je me mets à rêver. Assalé Timoko, une question? Un soulagement aussi de voir ces deux frères, ils se sont appelés les amis, qui disent qu'ils se connaissent depuis très longtemps, mais qui ont été aussi à un moment donné des frères ennemis, dont les palabres ont causé beaucoup de troubles dans le pays. Et donc de les voir tels qu'on les a vus hier, souriants, se donnant la coulade, s'appeler par leur prénom, ça ne peut que faire baisser la tension qui est dans le pays et permettre aux Ivoiriens d'envisager un peu l'avenir avec beaucoup plus de calme et de tranquillité. Et donc, en tant qu'Ivoiriens, on a beaucoup apprécié le fait que les deux soient retrouvés pour s'exprimer. Et Félix Boni, sur la même question. Je partage pleinement le soulagement de mes prédécesseurs, ceux qui m'ont précédé dans le débat. Et puis, cette fierté également de voir des Ivoiriens se donner la main, et surtout pas n'importe quel Ivoirien. Deux anciens dirigeants qui ont été de farouches protagonistes pendant une crise qui a fait beaucoup de morts, qui se retrouvent dans une ambiance très détendue, relaxe. Et je crois que ce sont des images dont les Ivoiriens ont beaucoup rêvé et nous osons croire que ces images vont nous conduire vers vraiment un dégel définitif et que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se retrouvent dans une véritable nation où il n'y aura pas de peuple, de contradiction entre les populations, entre les leaders politiques. On peut se contredire dans la politique, mais on peut toujours s'entendre et demeurer des frères. Alors, visiblement, messieurs, la rencontre de ces deux chefs d'État en a surpris plus d'un. On les pensait irréconciliables. Est-ce qu'on leur a fait un procès d'intention à ces deux personnalités politiques, à Assalé Timoko? Non, je ne crois pas qu'on leur ait fait un procès d'intention. Les faits sont têtus. Quand on voit le parcours que les deux ont eu dans le monde politique ivoirien depuis pratiquement 80-90, les alliances qu'ils ont tissées, les contre-alliances qu'ils ont tissées et qui, dans la pratique, ont provoqué beaucoup de dégâts dans le pays. Et donc, la fracture a été si grande. N'oubliez pas que M. Gbagbo Laurent a été quand même transféré à la CPI, et qu'il y a subi un procès que le monde entier a suivi en direct. Et donc, quand on atteint de telles extrémités, logiquement, on a beaucoup de mal à voir l'avenir en se disant, ces deux-là, est-ce qu'ils peuvent se réconcilier encore? Et puis quand, subitement, on se rend compte que M. Gbagbo triomphe de la CPI et qu'il revient dans son pays, et que finalement, alors que beaucoup pensaient qu'il allait revenir avec la rancœur rétuite dans le cœur, et que finalement il arrive à Abidjan, après avoir fait un tour chez le président Bédier, un tour à l'extérieur, et que la prochaine étape c'est la rencontre avec le président de la République. On s'est dit, bon, ils ont quand même la capacité de se surpasser, et de prendre la hauteur et mettre l'intérêt du pays au-dessus de tout pour qu'on construise la Côte d'Ivoire. Et donc quand on voit ça, on dit, bon, malgré le fossé qu'il y a eu entre eux, s'ils arrivent à faire ce pas, c'est qu'ils sont capables du meilleur aussi. Vous êtes d'accord? Vous pensez que vraiment rien ne laissait envisager ce rapprochement? Il y a des choses quand même qui laissaient... Il y avait des signes avant-coureurs? Il y avait des signes. La meilleure carte qui reste toujours au président Laurent Gbagbo, c'est la carte de la réconciliation. Ce n'est pas la carte de la confrontation. À cet âge, après avoir atteint le point culminant, 3000 morts, une confrontation, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'il en a encore vraiment les moyens, les capacités physiques, tout ça? Je pense que la meilleure carte qui restait au président Laurent Gbagbo, c'était la carte de la réconciliation. Et s'il doit abattre cette carte de la réconciliation, il ne peut que tomber dans le compromis politique avec le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas dans la défiance, ce n'est pas dans la confrontation perpétuelle qu'il allait se lancer s'il veut. Enfin, il tient encore son image d'homme public. Homme politique, on ne sait pas trop, on verra, mais pour le moment, il tient à jouer un rôle de premier plan, celui par qui la réconciliation a pu advenir, donc il bénéficie d'une légitimité nationale. En son absence, cela a été impossible, malgré tous les budgets, tous ceux qui ont été nommés. Il arrive, rencontre le président Alassane Ouattara, la tension baisse, et puis la population commence à se réparler. Il y a des différents sets, mais la manière pacifique est privilégiée pour résoudre, c'est différent. C'est la meilleure carte qui reste à Laurent Gbagbo, ce n'est pas la carte de la confrontation. Donc c'était inéluctable? Oui, bien sûr, parce que lui-même, il a dit, je crois, le 11 avril 2011, il a été clair. Je pense que le jour qu'il était arrivé au Golf Hotel, il a dit clairement que
il faut taire les armes, maintenant place au dialogue politique. Je pense qu'il est dans cette logique-là. C'est vrai qu'il y a eu un intermède de 10 ans avec la CPI, mais je pense que la disposition d'esprit à ce niveau n'a pas changé. Et comme l'a dit mon prédécesseur, c'est la seule carte qui peut la battre à ce moment. Parce que s'il vient, je pense que le président Gbagbo ne revient pas en Côte d'Ivoire pour mettre ce pays-là à feu et à sang. Il vient justement pour essayer de rattraper ce qui n'a pas pu être fait à son temps. Et il vient, c'est un devoir, parce qu'il faut dire que tous ces héritiers du fouet, ils ont un devoir. Ils ont hérité d'un pays apaisé, on a légué un pays apaisé. C'est à eux de faire en sorte que cette paix-là demeure et qu'ils puissent léguer, en tout cas, ce pays apaisé-là aux générations futures. Voilà. Je pense que le président Gbagbo avait déjà donné des signaux depuis, avant même qu'il n'arrive à Abidjan, en disant qu'il rentrait et qu'il s'engageait dans le processus de réconciliation. En tout cas, c'est à son mérite d'avoir effectivement rencontré le président de la République dans une telle ambiance, une telle détente. Ça confirme qu'effectivement, il a tenu parole. Je dirais que la carte de la réconciliation, je crois que c'est une carte qui s'impose pratiquement aussi bien au président Gbagbo qu'au président Ouattara et au président Bédié, parce qu'aujourd'hui, le plus jeune, c'est Laurent Gbagbo qui a 76 ans, Ouattara en a pour 79, Arikona Bédié en train d'arpenter les 87 ans. Je crois qu'à cet âge, on laisse un bel héritage aux plus jeunes et on ne s'engage pas dans des combats. Il y a un moment où on mène des combats de la fougue, de la jeunesse. Ils n'ont plus cette fougue de jeunesse. Ces deux vieillards qu'on a vus hier, ils sont fatigués eux-mêmes de se battre. Et donc cette carte-là, je crois qu'ils ont intérêt à la jouer à fond pour laisser un bel héritage et que chacun d'entre eux puisse être cité demain, qu'on dise que ces acteurs se sont battus, mais au fond, ils nous ont laissé un pays réconcilié. Et je dirais que ce n'est pas une première, ce dépassement de soi. On a vu un peu Arikona Bédié et Alassane Ouattara par le passé dans une certaine adversité, mais qui ont fini par s'entendre. C'est la même chose. Et je crois que cette fois, nous souhaitons que cette fois soit la bonne et qu'on ne se retrouve pas avec encore des protagonistes en train de plonger le pays dans le chaos. On va revenir sur les actes qui ont précédé cette rencontre, notamment ceux posés par le chef de l'État. Alors, cette rencontre a été officiellement annoncée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Il a expliqué qu'il y a eu un contact entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ces derniers jours pour préparer ce rendez-vous symbolique. Que sait-on des coulisses, monsieur? Est-ce que vous avez des informations à nous donner? Oui, je pense que depuis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Le terrain a été balisé, je pense, depuis l'année dernière. En l'occurrence, à la fin du dernier trimestre pratiquement de l'année 2020. C'est ce qui nous a valu, si vous voulez, toutes ces étapes-là, c'est-à-dire la remise du passeport diplomatique de Laurent Gbagbo, et ensuite tout ce qui a suivi jusqu'à son arrivée à Abidjan. Ça vous dit que ce n'est pas en fait le fait d'un hasard. Les deux hommes se parlent, même s'ils ne se parlent pas directement, ils ne se parlent toujours par personne interposée. Il y a eu une planification, il y a eu une préparation et qui a abouti aujourd'hui à la rencontre du 17 et du 27 juillet dernier. Voilà. On se souvient de Feu Ahmed Bakayoko. Est-ce qu'il était, qui manque certainement à cette rencontre, est-ce qu'il était l'un des protagonistes, d'un des instigateurs de cette rencontre? Ah oui, c'était, j'allais dire, la courroie de transmission entre le pouvoir et l'opposition. Ahmed Bakayoko, père, son âme, était quelqu'un qui était quand même très consensuel et qui dégageait autour de lui un certain respect que les gens lui reconnaissaient. Et donc, on avait appris pendant la période de feu, après les élections présidentielles d'octobre dernier, que le président Gbagbo avait passé un coup de fil à Ahmed Bakayoko. D'ailleurs, ça a été diversement interprété que depuis la CPI, enfin depuis la Belgique, il puisse passer un coup de fil à Ahmed Bakayoko pendant que l'opposition était les armes à la main en train de demander le départ du président. Et donc, Ahmed Bakayoko a servi à créer une atmosphère de confiance entre le président Gbagbo et l'équipe du président Ouattara. Et donc, c'est toutes ces préparations-là qui ont permis que la suite
qu'on connaît aujourd'hui adviennent, avec le passeport qui a été remis, les conditions ont été créées rapidement, un cadre de concertation entre le gouvernement et l'équipe du FPI qui préparait l'arrivée du président Gbagbo. Et donc, tout ça a créé un environnement dans lequel les deux hommes ont commencé à se prendre... Mais qui est concrètement à l'origine, à votre avis, de cette rencontre? Mais ce coup de fil dont on ne saura jamais de quoi est-ce qu'ils ont parlé, puisque Feu Ahmed Bakayoko n'est plus vivant et certainement le président Gbagbo ne va pas révéler sur la place publique ce qu'il a dit à Ahmed Bakayoko. Je pense que ce coup de fil aura été pour beaucoup dans la décrispation et même de la vie politique en Côte d'Ivoire, parce que par la suite, on verra que le dialogue politique qui avait toujours coincé, cette fois-ci a été un dialogue où on a vu des acteurs bien détendus, qui nous a permis de faire des élections législatives les élections les plus inclusives que la Côte d'Ivoire n'a jamais eues, des élections qui se sont déroulées sans le moindre heure, même pas un seul bulletin de vote déchiré quelque part. Je crois que c'est dans cette dynamique, depuis ce coup de fil qui a suivi juste après les élections présidentielles, quelque peu chaotiques, qui nous ont quand même coûté presque une centaine de morts. Depuis ce temps, on sent qu'il y a une certaine détente, une certaine dégel sur la scène politique ivoirienne. Et puis ensuite, on a cet autre coup de fil dont on ne saura pas également de quoi ils ont parlé, c'est-à-dire le coup de fil du 8 juillet dernier entre le président Ouattara et le président Gbagbo, qui a appelé qui, mais je pense que quand des gens se parlent et qu'ils brisent le mur de glace, finalement, ils l'ont dit tantôt, il faut qu'on rétablisse la confiance. La confiance se rétablit, les méfiances se brisent et on ne peut qu'aboutir à des résultats comme ce qu'on a vu ce 27 juillet. Donc il fallait forcément des go-between entre les deux. Ils ne pouvaient pas se parler frontalement, directement, visiblement. Absolument, parce qu'il faut dans ce genre de... ce qu'on appelle la démocratie souterraine, la tractation... La diplomatie souterraine. La diplomatie, souterraine. Il faut toujours des missi-domicile entre les deux personnes concernées. Parce qu'il y a d'abord, comme vous le savez, il ne faut pas oublier, c'est l'héritage politique de la crise post-électorale. Il ne faut pas l'oublier. Il y avait ça. Il y a eu le transfèrement de Laurent Gbagbo à La Haye. Il y a eu ensuite tous les remous que nous avons connus, ici en Côte d'Ivoire même. Donc il était important pour, dans un premier temps, essayer de renouer le fil du dialogue. C'est le contact d'abord, ensuite le fil du dialogue. Mais ça ne se fait pas de façon brusque. Ça obéit à ce qu'on appelle à une phase de préparation qui se fait entre les différents intermédiaires, entre ceux-là même qui peuvent... on a cité par exemple l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, en tout cas qui excellait dans cet exercice-là et qui a beaucoup apporté dans ce dégel, dans la brisure de cette glace-là entre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Donc je pense qu'il est normal que dans un premier temps, il y ait, comme je l'ai dit, une phase de préparation et ensuite maintenant, les principaux acteurs maintenant peuvent être mis sur la place publique. Voilà. Simone Guessan. Bon, moi je me demande bien s'il y a eu une fois une rupture radicale dans leur relation. On a eu une chance d'avoir une Côte d'Ivoire qui a été façonnée par le président Oufou et aussi par les activités économiques, brassage culturel assez dense, où chacun est parenté à l'autre d'une façon ou d'une autre. Avec à l'époque des enfants du Sud qui partaient étudier dans le Nord, qui partaient étudier dans l'Ouest. Donc tout cela a suscité des relations. Cette génération-là, en tout cas, chacun d'eux est ami de l'autre d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est un. Il y a aussi le rôle des acteurs extérieurs. Le président du Niger, le président de la Guinée, qui ont essayé, à un certain moment, selon ce qu'on a lu dans la presse, c'est vrai que tout cela pourrait être pris avec des pincettes, mais ils auraient tenté quand même de rapprocher les deux leaders. Donc je pense que tout cela conjugué au rôle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a encore à saluer, et d'autres personnalités entre les deux leaders, a suscité cette rencontre, et c'est une excellente chose pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez que les premières dames aussi ont peut-être joué un rôle? Les premières dames, quelle première dame? Madame Dominique Ouattara. Oui. Et peut-être, je pensais plus peut-être pour le cas de M. Bédier. Ah non, je pense que... Pas pour cette rencontre, mais dans cet apaisement général. Les dames, les femmes, les épouses de nos leaders n'ont jamais été en palabre. Elles ont toujours été, malgré tout ce qu'on a vécu, dans une dynamique de se parler, de se rencontrer. La première dame Côte d'Ivoire a rencontré plus de 2 fois Madame Bédier, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou à Paris. Et donc, tout ça crée... Souvent même, ça paraît paradoxal quand on voit le niveau de langue, le niveau de langage que leurs époux utilisent et qu'on les retrouve elles-mêmes
pas derrière, en train de se parler, de rigoler. On se dit qu'il y a quand même un contraste. À l'heure qu'ils sont impalables, leurs épouses sont en paix. Et donc, certainement qu'à leur niveau aussi également, quelque chose a été fait pour que l'atmosphère puisse être maintenue. Mais comme Sylvain l'a dit, contrairement à ce qu'on pense, et moi en tant que journaliste, il m'est arrivé d'aller faire des rencontres pour interroger certains leaders politiques, notamment Ahmed Bakayoko et d'autres leaders. Et j'ai été souvent surpris d'arriver chez eux et de découvrir que ceux qui tiennent les discours les plus guerriers sur la place publique étaient dans le salon d'attente du Premier ministre. Non pas à la primature, mais à domicile. Hein. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, ils parlent dehors, mais la nuit tombée, c'est les amis du monde. Voilà. Alors, acquitté depuis le 15 janvier 2019 et libéré un mois plus tard, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui vivait en Belgique, a pu envisager de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire suite à la décision de la CPI. Mais selon certains, monsieur, c'est un peu le bruit qui court. Ce retour n'a été rendu possible que grâce à l'implication du chef de l'État, Alassane Ouattara. Selon vous, est-ce vrai ou ce sont des spéculations et cette décision s'imposait forcément à l'État de Côte d'Ivoire? Bon, le président Alassane Ouattara n'est pas que le responsable du RHDP, il est aussi le président de la République, avec une constitution qui lui donne assez de pouvoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que Laurent Gbagbo aurait peut-être pu tempêter d'une façon ou d'une autre, mais ce n'était pas la solution. La meilleure façon, c'était de rester dans la trajectoire. Puisque c'était en relation, certains moments, on a entendu dire que le président Ouattara, bon, ça c'est ce qu'on a entendu dans certains couloirs, disait que c'est Gbagbo, mon petit frère, c'est lui de m'appeler, c'est pas moi qui vais l'appeler. Gbagbo aussi disait, c'est lui qui m'envoie ici, donc c'est lui de m'appeler, c'est pas moi. Donc il y avait cette trajectoire qui était déjà définie. Donc d'une manière ou d'une autre, le président Ouattara devait s'impliquer personnellement, surtout que le président Gbagbo a son statut d'ancien chef d'État, qui doit être reconnu par l'État ivoirien avec tous les privilèges qui vont avec. Donc tôt ou tard, ces décisions-là, quand ce soit les questions comme la garde rapprochée, personne d'autre ne peut se prononcer sur ça si ce n'est le président de la République. Donc il va de soi que le président de la République s'implique dans les préparations de son retour au pays. Son implication a fait basculer les choses? Mais ça a été clair. Le président de la République a annoncé ouvertement, clairement, je crois bien, dans son discours à la nation du 31 décembre, quand il disait que Laurent Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire, il prendra en charge ses frais de transport, de voyage, toute sa famille, y compris même au cours d'un conseil des ministres, y compris même lui revaloir tous ses droits d'ancien chef d'État. Je crois que les conditions sécuritaires et même politiques ont été réunies au niveau du président Ouattara pour qu'il rentre. Quand bien même, il ne faut pas aussi nier également que la décision de la Cour pénale internationale, après avoir jugé quelqu'un 10 ans après, quand même s'imposait aussi à la Côte d'Ivoire, qui avait toute obligation de laisser s'exécuter la décision de la CPI. Mais n'oublions pas aussi que Laurent Gbagbo était sous le coup d'une condamnation à 20 ans en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si le président de la République ne faisait pas ce discours au cours du Conseil des ministres, ne créait pas les conditions politiques et sécuritaires juridiques nécessaires. D'ailleurs, ce n'est pas encore fini. Peut-être qu'il va lui accorder une amnistie pour que cette décision judiciaire qui continue de pendre sur la tête de Laurent Gbagbo puisse être enfin absoute. Mais le président Ouattara s'est impliqué dans le retour du président Gbagbo. Et je ne suis pas surpris que ces deux vieux amis, et c'est ce que c'est le mot du président Gbagbo, hein, nous connaissons depuis longtemps, que ces deux vieux amis se retrouvent, revivent des moments d'émotion, comme les moments de décès, de perte de leurs différentes mères génitrices, et que ces moments-là les rapprochent davantage. Je ne serais pas surpris que ce soit deux acteurs qui soient davantage plus proches dans l'avenir politique de la Côte d'Ivoire et que cette proximité puisse impulser la dynamique de la réconciliation. Oui, vous savez, le président Ouattara est dans ce qu'on appelle celui qui détient le bébé. Voilà. Quand on détient le bébé, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Parce que ce qui s'impose aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation nationale. Avec le retour de Laurent Gbagbo, cela est même d'acuité. Le président, étant le président de tous les Ivoiriens, parce qu'il faut le rappeler, a le bébé en main. Il ne peut pas jeter l'eau sale et le bébé à la fois. Il est obligé, en tout cas, de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que la Côte d'Ivoire demeure toujours dans cette paix. Cette paix qui a permis, en tout cas, à notre pays de glaner des lauriers, de trouver la voie du progrès, où beaucoup de choses ont été faites, que tout le monde connaît et salue d'ailleurs en ce moment. Donc, celui qui est le plus grand bénéficiaire, en tout cas, de cette situation, c'est bel et bien le président de la République. Ce n'est pas ses adversaires politiques. Donc, il est clair qu'un homme sage et même avisé,
il est normal qu'il puisse véritablement faire ces différentes étapes que nous avons connues là, c'est-à-dire faire la déclaration, ensuite faire en sorte qu'il y ait les papiers administratifs pour Laurent Gbagbo et organiser son retour vraiment apaisé en Côte d'Ivoire. Donc moi, ça ne m'étonne pas, en tout cas, cette démarche du président de la République. C'est lui qui est le plus grand bénéficiaire. Voilà. Mais je vous dis ça parce que le retour très attendu de Laurent Gbagbo par ses partisans et au-delà a plongé finalement le pays dans un certain suspense pendant quelques semaines. Et plusieurs déclarations publiques de l'ancien président ivoirien ont, dit-on, ont fait grincer des dents au palais. Messieurs, est-ce que cette rencontre n'aurait pu jamais avoir lieu finalement Oui, parce que, vous le dites, il y a eu quelques déclarations qui ont été plus ou moins mal perçues. Vous avez vu la réaction du RHDP quand le président Gbagbo s'étant retrouvé à Daoukro, à parler des élections de 2010, du respect de la loi et toutes ces choses qui ont été évoquées. Vous avez vu comment, avec quel hargne le RHDP a réagi, et pour même, à la limite, l'accuser encore d'être un fautif du point de vue pénal. Et donc, ça alourdit un peu l'atmosphère et on pensait que cela allait mettre une sorte de grain de sable dans la mécanique de la réconciliation. Heureusement, ils ont pu surmonter cela et le fait qu'ils se retrouvent ce 27 juillet au palais présidentiel est aussi une sorte d'aveu, une sorte de reconnaissance de ce que c'est le président Ouattara qui dirige le pays. Parce que comme vous avez vu, quand on voit la plastique qu'on a vu hier avec du Monsieur le Président, cher ami, ainsi de suite, alors que le troisième mandat a été violemment contesté par l'opposition et que le président Gbagbo a dit qu'il soutenait ceux qui luttaient contre le troisième mandat et que finalement il se rend au palais présidentiel et qu'il est reçu par le président de la République qui est en train de faire son troisième mandat. Ça interroge, ça interroge. Et donc, quelques déclarations auraient pu quand même gripper la machine. Et heureusement, on a compté cela. On a évité le pire. Oui. Félix Boni. Je voudrais signifier que les politiciens ont l'habitude de dire que, c'est d'ailleurs Fauboyen qui le disait, la politique c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et les discours politiques que tiennent les hommes politiques, parfois j'ai compris qu'il faut les contextualiser parce que ce discours a été tenu certainement dans un contexte bien précis. Le monsieur il vient d'arriver, il a un public en face de lui qui a un besoin de savoir, il parle à ce public. Mais on est dans un monde hyper médiatisé où maintenant on ne se retrouve plus en vase clos. Il n'y aurait pas eu les médias que certainement les échos de ce discours ne seraient pas parvenus sur la place publique. Mais avec la médiatisation à outrance aujourd'hui, tout ça va. Le monsieur, il parle d'un contexte bien précis à des militants pour dire « je n'ai pas perdu les élections » et tout, parce qu'il a besoin également de mettre ses militants en confiance pour dire « je suis revenu, je prends ma place, je n'ai pas perdu les élections ». Et ce discours, lorsqu'il est médiatisé et qu'il tombe dans les oreilles de l'adversaire, il est clair que ça ne plaît pas. Je voudrais dire une chose. On oublie de parler d'un troisième personnage qui quand même aura joué son rôle de par sa posture, de par ses positions dans ce rapprochement, ou je dirais même le retour de Laurent Gbagbo. Celui du PDCI, le personnage d'Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, allié de M. Ouattara, qui se rapproche de M. Gbagbo, mais qui lui aussi cherche à tirer aussi des prébendes du retour de M. Gbagbo. À un moment donné, c'était lui qui était le centre du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et il rencontre le président Laurent Gbagbo, qui était son adversaire politique hier avec M. Ouattara. Mais M. Ouattara qui devient pratiquement le troisième personnage qui est isolé sur la place, il ne se laissera pas faire. Chacun a envie également de tirer des lauriers, d'avoir un positionnement, de conforter sa position. Et tout ça, ça concourt à rapprocher ces deux personnalités. Et comme l'a dit le président Ouattara, on aura de temps en temps qu'on va continuer ces rencontres et avec, en associant d'autres personnes, évidemment, on voit déjà venir. On va revenir dessus. Moi, je pense que depuis la Belgique, le rendez-vous du 27 était déjà calé. Je ne pense pas que le rendez-vous ait été pris après le retour du président Laurent Gbagbo. Je ne pense pas. Maintenant, le reste sont des jeux de rôle. Le président Laurent Gbagbo se retrouve à Daoukro, où le jeune a été décapité. Il est en face de certains qui auraient marché peut-être avec ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il doit leur dire pour les calmer, pour essayer de toucher leur cœur, leur esprit? C'est dès que ce discours. Maintenant, le reste, il y a ceux qui se disent en privé, comme vous le disiez tantôt, et puis il y a ceux qui nous font croire sur la place publique. Sinon, je pense que le rendez-vous du 27 n'a pas pu être négocié seulement après le retour du président Laurent Gbagbo. Non. Je pense que le principe était déjà acquis. C'est peut-être une question de calendrier, mais avant la fête de l'indépendance.
puisque c'est à partir du beau geste, du geste que poserait Laurent Gbagbo, que le président Ouattara aussi réagirait à la veille du 7 août. Donc je pense que le rendez-vous avait été déjà pris. Oh, je n'avais aucun crainte pour le pire. Tout simplement, je le dis, actuellement la demande, et qui est très forte, c'est la demande de la paix. Exact. Et ce qui s'impose aux acteurs politiques, c'est l'offre politique de la réconciliation nationale. Les trois principaux acteurs, les trois principaux dirigeants sont conscients de cela. Maintenant, en tant qu'homme politique, chacun veut tirer la couverture ce soir. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais je le dis, je le répète, on ne peut pas aujourd'hui vraiment faire un retour en arrière où on voit les crispations que nous avons connues qui ont créé vraiment des événements douloureux. Je ne pense pas à cela parce qu'ils sont conscients d'une chose, que les Ivoiriens veulent la paix en ce moment. Et c'est important. L'offre est tellement grande et la demande est tellement forte que l'offre politique s'impose aux uns et aux autres. C'est ce que je peux dire. On pourra même dire gare à celui par qui le mal reviendra. Voilà. Alors, messieurs, je vous propose de suivre un élément. Le président Alassane Ouattara a posé plusieurs actes qui ont permis de rendre effective cette rencontre. Les explications de Delphine Blas. Lundi 14 décembre 2020, prestation de serment. Ensuite, cet engagement fort du président Alassane Ouattara pour la consolidation de la cohésion sociale. Afin de consolider davantage la cohésion nationale, j'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Ce département ministériel aura pour mission de faire une évaluation de nos actions, avec pour objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de notre chère Côte d'Ivoire. Ainsi naissait, le 15 décembre 2020, le ministère de la Réconciliation nationale qui plus tard deviendra le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Le président Alassane Ouattara a décidé de mettre la réconciliation au cœur de ses actions pour ce nouveau mandat. Également, au cours de sa prestation de serment du 14 décembre dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a réitéré la reprise du dialogue politique. Dans cette même dynamique, j'ai instruit le Premier ministre de reprendre les discussions avec les partis politiques. J'invite donc l'ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre à tous pour aboutir à la décrispation du climat politique par le dialogue, afin de renforcer la paix et la stabilité dans notre pays. À cela, il faut ajouter d'autres actes forts. Jeudi 5 mars 2020, Yamoussoukro, le président de la République, devant le Parlement réuni en congrès, a annoncé ces actes forts pour renforcer la cohésion sociale et la réconciliation après la crise post-électorale. Création de la commission dialogue, vérité et réconciliation, CDVR, pour comprendre les causes de la crise et en tirer les leçons. Identification et l'indemnisation de la majorité des victimes de la crise post-électorale grâce aux actions de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, en abrégé CONARIV. Pour la réconciliation, le chef de l'État est allé encore plus loin. Il n'y a pas de sacrifice trop grand pour la paix. C'est pourquoi, en raison de mon attachement à la paix, et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens. Au nombre de celles-ci figurent notamment Madame Simone Eivé Babo, Messieurs Lida Kwasi, Assoa Adou, Suleiman Kamarate, dit Soul to Soul. Il s'agit là d'une mesure de clémence de la nation entière envers ses filles et ses fils.
Au terme du scrutin présidentiel du 31 octobre, le président Alassane Ouattara, devant les membres des instances de son parti et les militants venus nombreux lui exprimer leurs félicitations, a aussi engagé les uns et les autres à faire en sorte que la confiance revienne entre tous les Ivoiriens. Cela passe, à l'en croire, par des actions concrètes pour apaiser les cœurs et les esprits, pour encourager les populations à vivre ensemble dans la paix. Toujours dans la même dynamique de la préservation de l'unité nationale et de la stabilité, le chef de l'État ivoirien a tendu la main au président du PDC RDA, Henri Konan Bédié. C'est au Golf Hotel, lieu hautement symbolique, que la glace a été brisée entre le président Alassane Ouattara et le président du PDC RDA, Henri Konan Bédié. Nous étions le mercredi 11 novembre 2020. C'était leur première rencontre depuis plus de 2 ans. Prise de contact, signe de décrispation. Le président Bédié, président du PDC RDA, et moi-même venons d'avoir un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. La rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Rappelons qu'en dépit de la condamnation par contumace de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara a autorisé qu'il rentre dans son pays le jeudi 17 juin 2021 après son acquittement par la Cour pénale internationale. Alors, messieurs, dans cet élément qu'on vient de voir, c'est très intéressant. Il commence par le ministère de la Réconciliation. Et quand on a parlé un peu de cette orchestration, de cette rencontre, aucun d'entre vous m'a parlé de ce ministère. Pour quelle raison? Il n'a pas participé activement à la réconciliation entre ces deux chefs d'État? Non, je pense qu'on a parlé... Il avait un autre rôle? Non, on a parlé de la phase préparatoire. Et si vous vous rappelez, la phase préparatoire se faisait même en pleine élection. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est à partir du dernier trimestre de l'année 2020, c'est l'année dernière, que les choses se sont mises en place. Et en ce moment, ce ministère n'était pas encore créé. Voilà. Mais n'empêche que la création de ce ministère même découle déjà d'une volonté politique, d'une disposition d'esprit du président de la République qui veut vraiment aller à la réconciliation. C'est ce qu'il faut comprendre. En prenant un homme issu d'un parti politique de l'opposition, c'est ça le symbole qu'il faut retenir? Même pas seulement issu d'un parti politique de l'opposition, mais quelqu'un qui a fait plusieurs fois le voyage à La Haye, qui a rencontré plusieurs fois Laurent Gbagbo. Et donc, quand on parle de go-between, de la diplomatie dans l'ombre, on ne peut pas savoir les mouvements que le ministre Kakabe a dû faire peut-être dans cette dernière semaine entre M. Gbagbo et Ouattara. Donc, il y a des choses qu'on ne saura pas. Ce qui se passe dans l'ombre restera certainement dans l'ombre, mais je pense que le ministre certainement joue son rôle de façon souterraine sans véritablement faire du bruit. Même si on ne sent pas pour l'instant le poids du ministre et de son ministère dans la décrispation, dans l'élan de réconciliation qu'on lui a confié. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on parle de l'état d'esprit de ces deux hommes. D'un côté, on a le président en exercice, Alassane Ouattara, qui a souvent été décrié sur le plan politique, voire humilié par certains de ses adversaires, remettant même jusqu'en cause sa nationalité ivoirienne et l'accusant, on va dire de manière virulente, de tous les maux de ces pays. Et de l'autre côté, on a Laurent Gbagbo, qui vient d'être privé pendant 10 ans de sa liberté et a été acquitté, et qui lui aussi a été inculpé pour les plus graves crimes dans l'ordre juridique, notamment crimes contre l'humanité. Messieurs, on qualifie ces deux hommes, chacun d'animal politique, eu égard à leur expérience. Mais sur le plan humain,
en acceptant de se parler après tout ce qu'ils ont vécu, chacun dans leur cœur et dans leur chair, ne font-ils pas preuve d'une résilience? Ou comment interprétez-vous ça, Sylvain Nguessan? À titre personnel, là, sans faire de la psychologie de comptoir, comment comprendre le cheminement psychologique pour accepter ça, après tout ce qu'ils ont vécu de part et d'autre? D'abord, il y a une chose qui est certaine. Je ne sais pas si sur ce plateau, quelqu'un une fois rêvé d'être président de la République. N'importe qui ne rêve pas d'être président. Ça demande déjà une personnalité assez forte. Au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas une affaire de notes en classe, ce n'est pas une affaire de diplôme, mais c'est un être particulier qui serait derrière un miroir et puis dit « Moi, je serai le président de la République de Côte d'Ivoire ». Donc, ils ont des capacités qui sont un peu au-dessus de la norme. Et puis, en Afrique, quand même, le critère d'âge, à 79 ans, 76 ans, le challenge qui est le leur aujourd'hui, c'est quel Côte d'Ivoire ils vont laisser à la postérité, quel parti politique ils vont laisser à la postérité, quel leader politique ils vont laisser pour la Côte d'Ivoire 2030, 2025, 2040. Je pense qu'ils en sont à ce stade-là, on ne pense plus confrontation. Avant 35 ans, on pense que tout ça se résout par la confrontation. Mais ils ont eu le temps depuis, comme vous le disiez, depuis 2002, parce qu'ils ont eu quand même des périodes, des relations assez cordiales, de 93 jusqu'à 99, ça fait des relations qui étaient plus ou moins cordiales. Mais de 2002 jusqu'à 2011, 2020, c'est des relations vraiment tendues. Bon, quand la tension est trop montée, le point culminant est atteint, il ne peut que baisser. Donc, à cet âge-là, ils ont dépassé l'âge de la confrontation. Donc, je pense qu'une erreur reste plus que cette carte-là. Alors, comment vous l'expliquez, ce cheminement? Ils sont au-dessus de la moyenne, comme disait Sylvain Nguessan la question de la moyenne d'âge qui leur impose. Ils savent que tous les Ivoiriens savent qu'on ne fera plus de cadeau à celui par qui une autre crise va en connaître. Deuxième chose, fondamentalement, c'est de vieux amis, il n'y a pas trop grand-chose. C'est vrai que la conquête du pouvoir les a opposés, mais n'oublions pas que c'est au Forum pour la réconciliation nationale. Le président Ouattara l'a rappelé encore dans son discours. Lorsque j'ai perdu ma mère, Laurent m'a fait rentrer et j'ai enterré la mère, j'ai assisté aux obsèques de ma mère. Et c'est au Forum pour la réconciliation nationale, du reste organisé par Laurent Gbagbo encore, que le président Ouattara a eu l'occasion de démontrer à toute l'opinion nationale et internationale que voici le passeport de mon père, voici le passeport, voici d'où ma mère est née. Il a eu cette occasion-là de retracer toute son histoire et même de montrer aux Ivoiriens comment se fait-il que mes frères et mes sœurs soient nés de ses parents et que moi je ne sois pas leur enfant. Donc, fondamentalement, entre les deux, il y a quand même beaucoup de secrets. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles alliances qui sont en train de se tisser, mais entre M. Ouattara et M. Gbagbo, il y a beaucoup de secrets. Il y a eu beaucoup d'amitié, il y a eu beaucoup de chemins ensemble, il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont faites qui les rapprochent et qui font que je crois que le dépassement de soi n'aura pas été totalement difficile, quand bien même l'un et l'autre ont vécu des moments difficiles. Vous pensez qu'il y a eu des actes forts, positifs, de part et d'autre qui atténuent tous ces actes difficiles, ces moments difficiles dans leur parcours personnel et politique? Je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte par rapport à la question que vous posez, et Sylvain l'a dit. Quand on a dépassé 70 ans, qu'on approche 80 ans, on n'a plus la force de certains combats. Mais quand on revient en arrière pour regarder le parcours de ces deux hommes, il a dit également de 90, pratiquement de 95 à 99, dans le cadre du Front républicain, on les a vus bras dessus, bras dessous. C'était les meilleurs amis du monde. Ils ont mené un combat contre, à l'époque, celui qui était considéré comme le dictateur, le président Bédié. Et puis dès que le pouvoir a changé, en 2000, c'est le partage du pouvoir en 2000 qui a fait que les deux hommes se sont brouillés. Parce que la Constitution qui a été votée en 2000 a renforcé le code électoral que M. Bédié avait mis en place exprès en 1995 pour écarter M. Ouattara. Et quand on fait la Constitution 2000 et qu'on y inclut maintenant, il faut être né ivoirien, de père, de mère, et même ivoirien, ne s'est jamais prévalu d'une nouvelle Constitution. On a créé un article spécialement pour que le pays explose. Et donc, M. Ouattara en a été victime. Et de cette exclusion-là, lui et M. Bédié se sont retrouvés avec un ennemi commun qui est devenu M. Gbagbo Laurent en 2010 pratiquement. Et c'est cette union, à partir de 2005 avec le RADP, cette union-là qui a combattu M. Gbagbo avec tous les moyens qu'ils ont pu utiliser, a provoqué la chute de 2011. Et donc,
depuis pratiquement 2000, M. Ouattara, M. Gbagbo était dans des relations extrêmement violentes, même si dans le cadre du CPC, il faisait les réunions à Ouagadougou, qu'il y avait beaucoup de souris, mais dans le cœur des uns des autres, c'était la conquête du pouvoir avec tous les moyens qu'on pouvait utiliser. Et puis maintenant, M. Ouattara est au pouvoir depuis pratiquement 11 ans. Il est au pouvoir. M. Gbagbo, qui a vécu dans sa chair la chute du pouvoir et qui s'est retrouvé à la CPI, jugé devant le monde entier comme un criminel et qui finalement est acquitté. Et quand il revient dans son pays, effectivement, il a compris que les temps ont changé et que les combats qu'on a pu mener quand on avait 60 ans, 65 ans, on ne peut plus les mener à bientôt 80 ans. Et donc, forcément, ils ont compris que tous les peuples ont un niveau de saturation. Quand ils l'ont atteint, vous ne pouvez plus vous amuser à jouer à ce peuple-là. Absolument. Et aujourd'hui, ils doivent s'imposer ça et changer la donne. Donc cette rencontre cordiale est viable et fiable? Oui, ils ont vraiment le cœur apaisé, ils se pardonnent sincèrement? Oui, même s'ils n'ont pas le cœur apaisé, s'il n'y a pas de sincérité, comme je l'ai dit tantôt, cela s'impose à eux. Cela se pose aujourd'hui à eux. C'est-à-dire que le contexte même, les circonstances même que vit le pays, imposent aux différents... Parce qu'il faut le dire, c'est des hommes d'État. Et un homme d'État, c'est quelqu'un qui sait, à un moment donné, qu'il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a eu le choc des ambitions. Il y a eu le choc des ambitions entre les trois. Moi, je les appelle les héritiers du fouet parce que ce sont eux qui sont venus après le président Félix Houphouët-Boigny. Et ils savent qu'ils sont, comme on le dit, vers la fin. Leur parenthèse est en train de se refermer. En train de se fermer, c'est à eux ils le savent déjà, donc ils savent qu'ils sont au bout du rouleau. Et ce qui est dans leur tête aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le combat pour rentrer dans l'histoire, le combat de l'immortalité. Exact. C'est-à-dire quel héritage politique ils laissent aux générations futures. Comme je l'ai dit, il faut leur léguer en tout cas un pays apaisé. C'est à eux de comprendre que s'ils doivent sortir de la scène politique, eux aussi, ils doivent laisser, en tout cas aux générations futures, comme on le dit, aux nouvelles générations, en tout cas un pays apaisé. Et ça, aujourd'hui, c'est leur combat. Ils ne peuvent pas, en tout cas, comme ils l'ont fait par le passé, s'amuser à brûler la Côte d'Ivoire. S'ils le font, ils auront failli. Et je pense que l'histoire les jugera durement. Alors, monsieur, avant de faire le bilan de cette rencontre, je vous propose d'écouter les propos des deux présidents à l'issue de la rencontre de ce mardi 27 juillet. La rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ex-chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, s'est déroulée dans une ambiance très décontractée. 17h22, le véhicule 4x4 du président Laurent Gbagbo s'immobilise devant l'entrée du Petit Palais, où le président de la République, Alassane Ouattara, l'attend sur le pas de l'entrée. Les deux hommes échangent une accolade chaleureuse et posent sourire aux lèvres devant les objectifs des caméras et des appareils photo. Pour l'occasion, le palais présidentiel enregistrait une affluence record de médias nationaux et internationaux, personne ne voulant se faire compter l'événement. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte se sont retirés à l'intérieur du bâtiment pour s'entretenir. Leurs échanges ont duré un peu plus d'1 heure d'horloge. Assisté à l'entretien, côté présidentiel, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, le ministre conseiller spécial du président de la République chargé des affaires politiques, Cissé Bakongo, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. La délégation du président Laurent Gbagbo comprenait le secrétaire général du FPI, Assoa Adou, le président du groupe parlementaire EDS, président du comité de contrôle du FPI, Hubert Oulaye, le président d'EDS, Georges Armand Ognien. À la fin de l'entretien, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son hôte, le président Laurent Gbagbo, se sont livrés à la presse. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça.
Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter, n'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Ouais. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Ben, écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre, que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, et par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner à cela et dire que ça a été un moment douloureux, je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après donc, le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux, il y a eu trop de morts,
Et nous devons avoir cela derrière nous et travailler sur l'avenir, sur la cohésion, sur la réconciliation. Nous avons un beau pays et nous sommes mis d'accord que nous continuerons de travailler ensemble et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de progresser, d'aller de l'avant. Laurent, je te remercie. Je te remercie et donc je te dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Nous aurons l'occasion de nous revoir après la fête nationale. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Rencontre amicale et fraternelle qui vient apporter un nouveau souffle à la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire. Alors messieurs, les deux présidents ont insisté sur le fait d'oublier le passé, notamment la crise électorale dont je rappelle qu'elle a quand même causé la mort de 3000 de nos concitoyens. Est-ce vraiment possible ou est-ce un vœu pieux, Félix Boni? Mais c'est bien possible. Hari Konan Bédié a dit rien n'est impossible en politique. Et on voit bien que au-delà des gestes de détente, les paroles même les condamnent à continuer ce dégel, à offrir cette belle image-là, à les traduire en actes aux Ivoiriens. Ils ont dit qu'ils vont continuer à se rencontrer. On a regardé tout à l'heure l'élément du Golfe depuis le 11 novembre où Hari Konan Bédié et Alassane Ouattara ont promis de se retrouver. Nous sommes à 8 mois, ils ne pensent pas que ce soit retrouvé. J'espère qu'on ne sera vraiment pas dans un vœu pieux et qu'ils vont continuer à se rencontrer, à se parler. Et le président Ouattara a promis d'associer d'autres personnes, que cela s'étende aux autres leaders et surtout au président Bédié, et que ces trois grands leaders qui sont quand même au soir de leur vigueur politique puissent délivrer la Côte d'Ivoire ou laisser une belle Côte d'Ivoire à leur postérité. Est-ce un vœu pieux, Jean-Claude Coulibaly? Non, je ne pense pas que ce soit un vœu pieux. Je pense que c'est vraiment pensé et c'est vraiment ressenti. Je le pense et je comprends qu'avec cette rencontre, il y a encore des susceptibilités ou bien un peu de scepticisme. Mais je crois que il faut garder, en tout cas, il faut être optimisme pour l'avenir. Et il faut comprendre que, et comme je l'ai dit, le contexte, en tout cas, sied à la réconciliation nationale. Tous les voyants sont verts pour qu'on aille à la cohésion nationale et à la réconciliation nationale. Et je pense que nos différents leaders, c'est-à-dire que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit le président Hari Konan Bédié, savent bel et bien que ce que les populations, les braves populations ivoiriennes attendent d'eux, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit réconcilié et que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. Assaye Tiemoko, n'est-ce pas quelque part aussi une manière d'atténuer leurs responsabilités, car leur nom reste finalement à jamais associé à ce drame? Voilà, on oublie, mais... Non, je ne pense pas qu'on puisse oublier. Et encore une fois, il faut dire aussi que il ne suffit pas d'une rencontre entre le président le président Gbagbo et le président Ouattara pour qu'on tourne une page que nous avons vécue. Il ne faut pas oublier que pour construire l'avenir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il va falloir qu'on se serve très fortement de notre passé. Il n'y a pas eu que 3000 morts en 2010. Il y a eu 2000, 300 morts pendant cette élection-là. Il y a eu la rébellion. Il y a eu tout ce qui s'est passé en 2004, tout ça. C'est des milliers de morts que la Côte d'Ivoire a enregistrés du fait des antagonismes entre trois acteurs principaux. Aujourd'hui, ils veulent tourner une page. Quelle est la page qu'on tourne? On oublie les morts, on passe tout ça en perte et profit et on continue. Ou bien on se dit, bon sang, mais on a commis tellement d'erreurs, on a offert à notre peuple tellement de souffrances, qu'il est temps maintenant qu'ensemble, nous voyons comment nous allons faire pour ressouder tous les ressorts de ce pays qui ont été brisés en plusieurs milliers de morceaux pour qu'à partir de 2025-2030, la Côte d'Ivoire se retrouve en elle-même. Et c'est en cela que je dis qu'aujourd'hui, ils ont une grande responsabilité. Vous savez, Stingler a dit qu'en politique, il faut toujours prévoir le pire, jamais le meilleur. Le pire, pour que ce pire n'arrive pas, et pour se donner les moyens de le combattre. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu, M. Bédié, M. Gbagbo et M. Ouattara, ce qu'ils doivent faire pour la Côte d'Ivoire, c'est de se retrouver, et comme ils ont dit qu'ils vont se retrouver, on espère qu'ils vont se retrouver, c'est de se retrouver à huis clos, de se dire, voilà ce qu'on a fait pendant 30 ans, voilà le bilan qu'on peut en tirer, allons devant les Ivoiriens pour leur dire, écoutez, nous avons commis des fautes, nous demandons pardon, voilà ce que nous allons poser comme acte pour que plus jamais cela ne se reproduise. C'est cela qu'on attend d'eux.
Parce que on a écouté le ministre de la Jeunesse, Yamoussoukro, récemment, disant que si jamais M. Gbagbo veut être candidat en 2025, c'est que M. Ouattara sera candidat, et donc forcément M. Bédié sera candidat. Tant qu'un de ces acteurs, après les photos, après les caméras, après les souris jusqu'au commissaire des oreilles, qu'on a diffusé au monde entier, mais dans les coulisses, va continuer à penser qu'il est encore bon pour le service et qu'il va se mener cette dernière bataille pour 2025, tout ce qu'on est en train de faire là va s'écroula et les mêmes acteurs et les fanatiques vont se retrouver sur le terrain pour nous conduire encore dans le chaos. Donc l'acte qu'il y a à poser, c'est un acte de grandeur que les droits doivent prendre pour dire pardon aux Ivoiriens, et on va vous laisser un pays en paix. Sylvain Nguessan, quid des victimes? On ne saura jamais vraiment à qui la faute. Selon vous, les torts sont partagés, c'est ce qu'on doit se dire, in fine. Les torts sont partagés. Votre question me rappelle mes côtois qui a eu en Afrique du Sud de la mort de Mandela. Ils ont interrogé des Noirs dans les townships, la grandeur de Mandela. Une veuve a dit, pour Mandela, à la sortie de la prison, sa vie a changé. Donc, il peut dire qu'il a pardonné. Moi, ma vie n'a pas changé. Mon mari est mort, mes enfants sont morts, ils ont été tués pendant l'apartheid. Je n'ai bénéficié d'aucune réparation. Non, il ne suffit pas que le président Gbagbo, Bédié, Ouattara se rencontrent, même si M. Soro-Guillaume est là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers les victimes. Ça veut dire quoi? Que 10 ans après, les populations, elles n'ont pas réussi à dépasser... Les gens qui ont perdu leur papa, leur frère, ça ne s'oublie pas du jour au lendemain. Ce traumatisme? Ouais, une femme devant qui on égorge son mari, on n'oublie pas ça du jour au lendemain. Non, ça parce que Gbagbo est libéré, qu'ils oublient, ça parce que Gbagbo Ouattara se salue qu'on oublie ça. Voilà. Il faut aller vers ces victimes-là. Il faut que l'État trouve les moyens. Si les décideurs privés peuvent accompagner, il faut qu'on trouve les moyens de leur parler, de leur apporter les réparations qu'il faut, même à titre symbolique, ce qu'il appelle les excuses, pour que ceux-là aussi soient apaisés. Ouais. Sinon, que M. Gbagbo et sa rente viagère. Bon, en quoi ça rend la veuve de Djiglo, de Diokwe? En quoi sa vie change? Donc, il faut penser à ces victimes-là. C'est vrai, les grands vont se rencontrer. Bon, lui aussi, c'est une manière de réparer peut-être le tort qu'il a subi. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers les victimes. D'accord. Alors, monsieur, l'ancien président Laurent Gbagbo a insisté sur la libération des prisonniers politiques. Que faut-il attendre des autorités de notre pays? Est-ce qu'il y aura une série d'amnisties qui va bientôt arriver pour les uns et les autres? On ne sera pas surpris qu'éventuellement on puisse arriver à une série d'amnisties. Je crois que la date prévue pour cette rencontre n'a pas été hasardeuse. Je ne serais pas surpris que le président Gbagbo, qui avait promis de délivrer son discours politique, le fasse éventuellement peut-être avant la fête nationale pour que éventuellement le président Ouattara puisse clôturer par des actes encore de décrispation à travers des décisions d'amnistie qui pourraient intervenir. Et donc, je pense que dans la dynamique, dans la suite de ces gestes, les actes qui vont suivre vont montrer effectivement que nos acteurs, nos leaders politiques se sont vraiment engagés dans la réconciliation. Cependant, comme l'ont dit les autres, effectivement, pour revenir un peu sur la question des victimes, je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait. Là, qu'on arrive à une commission nationale pour la réparation, les indemniser les victimes, a déjà un fichier qui est déjà là. Je pense que ce sont des fichiers qu'on peut toujours réveiller pour aller vers les victimes, au-delà des discours. Il y a de nouvelles victimes. Oui, il y a de nouvelles victimes. Il faut prendre effectivement en compte ces nouvelles victimes d'octobre 2020 et puis aller vers ces victimes depuis, pas seulement à 2010, mais depuis 2002, toutes ces personnes qui ont été victimes, pour quand même soulager un peu ces victimes, parce que la réconciliation, la Côte d'Ivoire ne se limite pas à 3 grands leaders. La Côte d'Ivoire, c'est 24 millions d'habitants, et sur les 24 millions d'habitants, je présume qu'il y a au moins 5 millions de personnes qui ont été touchées directement ou indirectement par ces différentes crises. Il faut aller vers ces personnes pour les soulager. Oui. Je vous propose, comme on est pris par le temps, de suivre les réactions des plusieurs personnalités politiques sur cette rencontre. Et après, on va parler de l'impact, justement, sur l'échiquier politique, cette rencontre et la venue de Laurent Gbagbo. Il faut dire que c'est avec satisfaction que nous avons suivi hier la rencontre du président de la République avec l'ex-président Laurent Gbagbo. Et cette rencontre était espérée par beaucoup de nos concitoyens. Nous sommes heureux que la rencontre se soit déroulée dans le cadre républicain, mais en même temps dans un esprit de fraternité, un esprit amical. Nous espérons que cela présage des actions à venir et qui vont tendre vers la décrispation et engager le processus de réconciliation. Nous voudrions saluer la démarche
ici qui est empreinte d'humilité du président Gbagbo, qui a exprimé en des termes justes, en sa qualité de chef de file des prisonniers, ce sont ses propres mots, son souhait de voir ces derniers libérés. En tout état de cause, je dirais que les images que nous avons vues ce mardi 27 juillet 2021 sont les meilleures que l'on pouvait espérer voir. Notre espoir est que les prochaines rencontres se déroulent dans un cadre beaucoup plus élargi avec tous les acteurs politiques, notamment ceux qui ont participé au dernier dialogue politique piloté par les premiers ministres. Nous, en ce qui nous concerne à l'UDC, nous sommes disposés à y participer pour apporter comme toujours notre contribution à la construction de la nation solidaire que le président Ouattara prône. La rencontre des deux leaders m'a fait un boom au cœur parce que ça va permettre aux Ivoiriens qu'il faut aller à la réconciliation vraie. Ça va permettre aussi à tous les Ivoiriens de savoir que sans la paix, on ne peut rien faire dans ce pays. C'est autour de la paix que nous allons connaître le développement. Messieurs, en quoi cette rencontre peut modifier l'échiquier politique national? Non, je pense que l'échiquier demeurera comme tel. Mais ce que cette rencontre, par exemple, fait, c'est de détendre un peu, si vous voulez, l'ambiance, détendre, je ne dirais pas l'atmosphère, mais détendre en tout cas tout ce qui se passe en ce moment sur la scène sociopolitique. Voilà, c'est-à-dire au niveau d'abord politique, au niveau des différentes chapelles politiques, au niveau des différentes formations politiques. Là, il y a la détente parce que les chefs se parlent. À ce niveau-là, il y a une certaine décrispation qui fait que les uns et les autres vont peut-être encore se fréquenter. Mais comme je suis d'accord avec les autres que c'est insuffisant, il faut aller un peu plus loin, il faut élargir le cercle, parce que la réconciliation n'est pas seulement le fait des personnalités politiques, c'est-à-dire de premier rang comme on l'a vu, mais c'est aussi de tous les Ivoiriens. Et ce qui est important, et je le dis, c'est la question des victimes, la question véritablement de tous les dégâts. Il faut faire en sorte que cela soit réparé, parce que dans la vie, on ne peut pas tourner une page sans l'avoir lue. Avant de tourner une page, il faut la lire d'abord. Il faut véritablement voir tout ce qui est comme dégâts, tout ce qui a été fait, voir éventuellement si on peut faire des réparations, si même on peut faire amende honorable devant le peuple, et puis poser des actions fortes, des actes forts pour rassurer les uns et les autres. Si on ne le fait pas, je pense que cette réconciliation risque de rester au sommet et ne pas descendre. Exact. Alors, les militants des différentes partis politiques ont tenu et tiennent encore des propos virulents, parfois très haineux, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, envers leurs adversaires. Messieurs, est-ce que cette rencontre ne rend pas leurs propos infondés et surtout ne ridiculise pas leur comportement? Qu'en pensez-vous, Saïd Moko? Bon, j'allais oui, dire, allez-y. Le Premier ministre, Feu Ahmed Bakayoko, avait prévenu en disant ceci, c'est-à-dire quand nos leaders vont se retrouver pour se rencontrer, ce ne sera pas avec vous. Si le militant qui n'aura pas compris, ça peut continuer à tenir ses propos haineux. Quand vous êtes derrière quelqu'un, une personnalité qui, lui, s'engage dans une certaine voie, si vous aimez vraiment cette personnalité, vous pensez que c'est votre mentor, il y a des choses qu'on ne fera plus. Et je crois que cette rencontre va changer quelque chose quand même sur la donne politique. Mais moi, la réconciliation, pour moi, au-delà des hommes politiques, au-delà aussi des victimes, il y a aussi la réconciliation, l'intégration socio-économique des Ivoiriens. Le jour où on arrivera à l'intégration socio-politique économique des Ivoiriens sur la base du mérite et qu'on ne sera pas dans une intégration sur la base du militantisme, c'est aussi ça la réconciliation. Parce que si vous prenez les 24 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, vous verrez qu'il y a moins de 3 millions d'Ivoiriens qui sont véritablement des militants politiques. La preuve en est que les élections en Côte d'Ivoire n'ont jamais dépassé plus de 3 millions d'électeurs. Et ces 3 millions d'électeurs ne sont pas forcément des militants des partis politiques. Cela veut dire qu'il faut intégrer toute la population. Que chacun, peut-être dans l'administration, a un concours, soit admis par rapport à ses mérites, soit nommé par rapport à ses mérites. Je rêve de voir un directeur de cabinet qui est un militant d'un parti politique, mais qui est directeur de cabinet d'un ministère, parce qu'il a la valeur, il a la compétence pour ce poste. Et le jour où on arrivera à cette intégration, non des militants, mais l'intégration du mérite, par le mérite, je pense que la réconciliation à la base va suivre la réconciliation des leaders que je comptabilise à 40%.
Oui, c'est pratiquement la même chose. Il faut dire que la guéguerre politique, j'ai dit depuis 30 ans, a construit un type d'Ivoirien qui ne se sent à l'aise que dans le discours de violence, qui est complètement décroché quand on parle de paix. Parce que pour eux, ils ont été victimes à une époque, il faut qu'ils remboursent, il faut qu'ils retrouvent le pouvoir pour rendre la monnaie de la paix. Une revanche perpétuelle. Une revanche perpétuelle. Et donc, quand vous voyez les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a une sorte de désarroi dans un camp politique. Des gens qui disent, écoutez, on a été abusé, M. Gbagbo est parti reconnaître la présidence de M. Ouattara, c'est une reconnaissance, c'est une allégeance. Donc, ils sont complètement désemparés. Et donc, il faut que les trois acteurs, et je le dis toujours, je me dis qu'on ne pourra pas s'en sortir tant qu'ils demeureront des acteurs clés de la politique en Côte d'Ivoire, tant qu'ils auront encore pour ambition de continuer à diriger ce pays-là. Tous les acteurs sont derrière eux, s'inscrivent dans cette vision. M. Gbagbo a dit des choses hier, mais si demain fait un discours dans lequel il s'engage à aller conquérir encore le pouvoir, vous allez voir que tout ce qui a été conçu là... Mais on ne peut pas s'y attendre. Excusez-moi, quand il a parlé, il a dit qu'il allait faire le tour du pays pour honorer la mémoire des disparus, mais qu'il allait devenir un soldat du FPI. On peut vraiment croire que Laurent Gbagbo redevienne un simple militant dans son parti? Vraiment, on peut l'envisager, ça? Non, quand on a été chef de l'État... Non, pas un militaire, un cadre, mais qui n'est pas forcément le candidat du parti. Voilà. Ça, c'est faisable aussi. Voilà. En même temps, ce n'est pas forcément qu'on est président. Hein. Voilà. Et donc, je pense, je suis d'accord avec Assaïd Tchomoko. S'il y a un référendum pour faire revenir la clause d'âge, moi je voterai pour le retour de la CEDEAO. Voilà, pour que M. Bédié, Ouattara, Gbagbo puissent se retirer, qu'on ait des candidats qui suscitent moins de passion, moins d'émotion sur la Vous pensez que la génération qui suit est moins passionnée? Ça me permet de rebondir sur autre chose. Les cadres politiques aussi des partis, on fait des sorties médiatiques qui ne sont pas passées inaperçues et parfois virulentes. Est-ce que cette rencontre va y mettre fin? Ou très sincèrement aussi, messieurs, vous pensez que ces gens peuvent prendre la parole sans être adoubés par leurs supérieurs? Je pense qu'après cette rencontre du président Laurent Gbagbo, les uns et les autres vont revoir la grille de lecture. Absolument. Voilà, le président Gbagbo, avec le leadership qu'on lui connaît, le président Ouattara, le président Bédié, peuvent pas être en train de dire alors la réconciliation, et puis les autres vont ramener à compte courant. Non. Donc cette rencontre va mettre fin à ces je pense que les passes d'armes vont diminuer. Ça, il faut le dire. Les passes d'armes vont diminuer. Pour un temps. Mais vous croyez vraiment que ces sorties étaient vraiment, sans l'aval? Vous avez perçu hier le large discours de M. Bictogo, qui est considéré quand même comme l'un des plus virulents dans le discours au RHDP. Vous avez vu un peu le visage de M. Aswadou, même de M. Hubert Oulaye, qui est considéré quand même comme l'un des plus classiques au FPI. Je pense que cette sortie quand même va faire réfléchir beaucoup de cadres avant de prendre la parole. Moi, je pense que par rapport à ce qui s'est passé hier, il va y avoir un apaisement dans les discours des uns et des autres. Absolument. Et tant que ça sera comme ça, les choses seront calmes, jusqu'à ce qu'il y ait un enjeu électoral. S'il y a un enjeu électoral dans lequel les trois sont engagés, tout ça s'arrête. Il faut être clair dessus, quoi. Allons-y franchement. La prochaine grande échéance électorale de notre pays est prévue en 2025. Comment l'envisagez-vous et est-ce que les trois ténors de la vie politique seront absents? Moi, je crois. Vous pensez? Je crois. Vous pensez ou vous l'espérez? Non, pas un espoir. Je crois qu'ils seront absents parce que le contexte va les y contraindre. Hier, dans le discours du président Ouattara, vous avez pu noter qu'il parlait de... Il a cité Laurent, qui l'a précédé, en disant que ils vont agir de sorte que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Et quand il a parlé de la Côte d'Ivoire qui va aller de l'avant, il a parlé même pour nous-mêmes et pour les nouvelles générations. Il a sorti l'expression « nouvelle génération ». N'oublions pas que la dynamique du président Ouattara, c'est passer le flambeau à une nouvelle génération. Quand il dit pour nous-mêmes, pour que nous puissions aller nous reposer un peu, nous sommes fatigués. Chacun de nous s'est assis quand même dans le fauteuil. On va se reposer. Une nouvelle génération. Moi, je ne pense pas qu'un contexte puisse empêcher les trois acteurs-là d'être candidats. Le contexte, il faut le créer. Et le seul moyen de le créer, c'est de l'inscrire dans la Constitution. Oui, je suis d'accord. Je sais que M. Ouattara est largement favorable à une réforme constitutionnelle qui réinscrive la limitation d'âge, mais qu'il a quelques scrupules à prendre l'initiative. Je pense qu'au Parlement, même où moi je suis élu, au Parlement, beaucoup de députés sont dans cette dynamique-là. Et donc, le seul moyen par lequel ces trois acteurs peuvent se retirer de la chose politique, c'est que la Constitution les y contraigne. S'il n'y a pas ça, en 2025, on les retrouvera les trois comme candidats. C'est la même question. Non, c'est clair. Si on ne suscite pas
cette réforme constitutionnelle et qu'en 2025, il y a possibilité pour être candidat, je ne vois pas pourquoi ils se retireraient. Ils vont continuer, ça sera toujours le même discours. Ouais. Je n'ai pas pu trouver un candidat d'avocat qui fasse le consensus. Et le plus jeune aura 80 ans. Ouais. Oui, mais c'est légal. Ouais. Vous s'engagez à un poste de vice-président, voilà. Donc il aura quelqu'un pour faire le travail journalier, et puis bon, eux, ils ont les rentes, ils sont tranquilles. Non, je pense qu'il ne faut pas oublier que les trois ont dirigé. Les trois, bon, certainement, il y a eu des erreurs ou bien il y a eu des excès. On ne va pas ici faire le procès des uns et des autres. Mais il est clair que lorsque un des protagonistes est toujours dans la course, c'est difficile à l'autre vraiment de se retirer. Il y a une crainte qui revient à chaque fois. Si je cède le pouvoir, qu'adviendra-t-il? Absolument. Voilà la question. Donc c'est pourquoi je pense que le président Ouattara estime qu'il faut passer le flambeau. Et la meilleure manière de le faire, comme il l'a dit, il y a un projet constitutionnel qui est sur la table. Peut-être c'est par là que nous allons passer, même si cela ne plaît pas aux uns aux autres. Mais nous disons que peut-être que, pourquoi pas, peut-être c'est une solution durable à la crise ivoirienne que nous connaissons, qui commence à devenir ce qu'on appelle... Une des solutions durables. Une des solutions durables, un cercle vicieux. Voilà. Tous les 5 ans, on est fatigué de voir des personnes mourir. Et je pense que le dialogue entre les trois va aller dans ce sens. Le débat doit se poursuivre. C'est très rapidement, en un mot, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un grand absent dont on ne parle pas, Guillaume Soro, dont ses partisans militent pour son retour? Peut-on l'envisager suite à cette rencontre? Oui ou non? Dans le dialogue qui va s'instaurer entre les acteurs, je pense que la question de Guillaume Soro sera posée et une solution sera trouvée. Il fait partie de la future génération, donc son cas sera posé plus tard. Voilà. Moi, je pense que le président peut prendre l'initiative de le faire venir maintenant. Hein. Voilà. Bon, juste un mot. S'il n'est pas atteint à la limite d'âge, pourquoi pas? Allez, c'est la fin de cette émission. Messieurs, voilà. Merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vive la Côte d'Ivoire.